Bienvenue dans ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Et aujourd'hui, premier épisode, je pense, de tout le podcast où est-ce que je suis seul parce que Jérémy en ce moment est en voyage au Guatemala. Donc, on souhaite bon voyage à Jérémy. Mais aujourd'hui, on continue notre série sur le marketing ou la réalité par rapport aux suppléments. Aujourd'hui, on aborde quelque chose qui est assez sensible comme sujet. On parle des fat burners. Ouais, sensible parce qu'on en entend souvent parler. Puis quand on rentre dans un magasin de suppléments puis qu'on dit « Hey, moi, mon objectif, c'est de perdre du gras », c'est souvent un produit qui est proposé parce que c'est invitant, puis à ce qui paraît, ce serait peut-être efficace. Donc, on parle fat burner et tant qu'à parler de produits qui peuvent être stimulants, on va parler aussi du pré-workout. On voit que je suis habitué de dire « on », mais je vais parler du pré-workout. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. On commence avec mon petit disclaimer habituel que je ne suis pas nutritionniste ou pharmacien et que si vous voulez plus de conseils spécifiques par rapport à la supplémentation et votre condition de santé, eh bien vous êtes mieux de faire affaire avec ces professionnels de la santé-là. Par contre, commençons quand même, je vais vous partager le plus d'informations possible que j'ai et ce que la science dit. On va commencer avec les fameux fat burners. Et oui, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est souvent quelque chose qui est vendu et assez rapidement parce qu'on a l'impression que ça pourrait nous aider dans une perte de gras. Mais est-ce que ça l'aide vraiment? Je rappelle que dans le fond, l'objectif, c'est de répondre à 4 questions pour chacun des produits. Première question, c'est qu'est-ce que c'est? Deuxième question, comment est-ce que c'est vendu? Est-ce que c'est du marketing ou de la réalité? Troisième question, est-ce qu'on en a besoin? Et si oui, c'est quoi la dose? Et quatrième question, c'est est-ce que c'est nécessaire dans un contexte de perte de gras ou prise de masse? Nécessaire ou efficace? Donc on commence, qu'est-ce que c'est les fameux fat burners? Ça a différents noms, ça peut être des energy burners, des fat burners, ça peut vraiment être sous différentes formes. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un mélange de molécules qui généralement goûte bon, avec une saveur, et qui aurait des propriétés aidant à brûler des graisses, à augmenter la dépense en énergie aussi. Je dis bien que ce sont des mélanges de molécules parce qu'il y a beaucoup de variabilité d'un produit à l'autre. Maintenant, comment est-ce que c'est vendu? C'est difficile de cibler des propos très spécifiques parce qu'il y a énormément de variations par rapport à ce qui est écrit sur les étiquettes des produits. Mais il y en a un qui revient souvent et c'est « aide le métabolisme des graisses ». Et ça, c'est la manière la plus légère de dire que ça aide à métaboliser, qui est le processus de convertir en énergie un aliment, dans ce cas-là les graisses, les lipides, de le convertir en énergie. C'est tout ce que ça veut dire. Parfois, on peut avoir d'autres faits qui sont sur les étiquettes qui indiquent que mais ce produit-là, il va t'aider à perdre du gras directement au lieu de dire que ça aide le métabolisme des graisses. Il y en a qui vont dire que ça va augmenter ta dépense en énergie. Il y en a qui disent que ça va te permettre avoir un meilleur état d'éveil, un meilleur focus. Bref, ce sont tous des points qui sont éparpillés. Celui que je veux m'attarder, c'est vraiment celui aide le métabolisme des graisses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la réalité? C'est tellement difficile à dire étant donné du mélange des produits. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains ingrédients, je dis bien, qui peuvent aider au métabolisme des graisses. Donc, dans certains cas, oui, on pourrait dire que ça a un effet. Par contre, il faut savoir que ce n'est absolument pas significatif, même dans les produits qui devraient le mieux fonctionner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'ingrédients qui sont différents. Ça, je l'ai répété déjà plusieurs fois. Donc, c'est difficile d'établir si ça a vraiment un impact sur l'oxydation des lipides, sur la métabolisation, par exemple, des triglycérides, des affaires du genre. C'est difficile de dire si ça a un impact concret. La majorité des ingrédients qui aident pour la perte de gras, entre guillemets, c'est davantage pour aider à l'oxydation des lipides comme ressource. Oxyder, ça veut dire brûler, ça veut dire utiliser, ça veut dire transformer d'une certaine manière des lipides en source d'énergie, des acides gras en source d'énergie, et ou de faire diminuer les triglycérides qu'on pourrait avoir, qui est souvent estimé pour savoir si on a un bilan de santé qui est positif ou négatif.
Ce qu'il faut s'assurer de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de ces ingrédients-là qui sont isolés et que c'est assez difficile à étudier et qu'il y a encore une efficacité à être démontrée chez les humains. Je donne des exemples. On entend souvent parler de la spiruline, du wakame, de l'oligonol, qui est de l'extrait de litchi spécifiquement. Et ceux-là, ça n'a pas encore été prouvé que ça a un effet. C'est en train d'être étudié, puis même si ça avait des données qui sont dans le fond conflictuelles, qui ne sont pas claires là-dessus, ça pourrait peut-être avoir un effet bénéfique, mais très, très, très peu significatif. Puis là, je dis, là, on ne sait pas c'est quoi le dosage dans les produits. Souvent, on va mettre les compagnies de suppléments vont mettre énormément de quantités qui sont supérieures pour avoir penser qu'il y a un effet efficace, ou à l'inverse, ils vont mettre un dosage qui est vraiment le minimum pour aussi limiter les coûts. Fait qu'on a les deux philosophies dans ce contexte-là. Ce qui aide souvent, c'est l'absorption du cholestérol ou la limitation de l'absorption du cholestérol, ces molécules-là. Donc, ça pourrait avoir un effet positif d'une certaine manière. Et ça peut augmenter, comme je disais tantôt, l'oxydation des lipides. Ça, c'est vraiment, comme je vous dis, la section « Aider le métabolisme des graisses », c'est vraiment du marketing parce que ce n'est pas encore concluant et que même s'il y avait un impact, ça ne serait pas significatif pour vous aider. Une autre molécule, par contre, qui est souvent inclue dans les fat burners, c'est la caféine, ou ce qu'il y avait sous forme de thé là, ou de thé vert, par exemple, de green tea extract qu'on voit souvent. Eh bien, à l'inverse, la caféine, ça a quand même un effet qui est positif au niveau de l'augmentation de la dépense en énergie, l'oxydation des lipides. Bref, la supplémentation de la caféine aurait un effet positif quand même au niveau de la perte de poids. Je tiens quand même à mettre un bémol là-dessus que même si ça a un effet qui est positif, qui sont favorables, c'est quand même pas significatif dans une perte de gras. Parce qu'on se rappelle, on le dit souvent, perte de gras, c'est un déficit calorique. La manière la plus simple de créer un déficit, c'est en réduisant l'apport en calories, donc la nutrition. La caféine aura peut-être un léger impact qui pourra venir aider, un petit 5-10%, mais sans plus. Mais c'est quand même utilisé dans comme ingrédient le principal, même dans les fat burners ou energy burners. Une autre aussi particularité, c'est la L-carnitine. Je n'en parlerai pas aujourd'hui dans le podcast parce que c'est une molécule assez complexe, c'est un acide aminé. Et dans le fond, oui, en ce moment, ça aurait des études au niveau de la perte de poids, ça aurait un effet favorable là-dessus, mais il n'y en a pas dans toutes les energy burners, c'est quand même assez spécifique, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, est-ce que ma conclusion, c'est que ce serait du marketing ou est-ce que c'est vrai qu'il y a un effet bénéfique sur la perte de gras en tant que telle? Ma conclusion, ce serait que c'est davantage du marketing parce que l'effet est encore à étudier de beaucoup d'ingrédients qu'ils mettent et parce que ce ne sera vraiment pas significatif sur la perte de gras. Comment est-ce que je peux démontrer ça d'une certaine manière en simplifiant la chose? C'est qu'il y a des fortes chances que si vous ne faites pas de changement au niveau alimentaire, au niveau de votre activité physique et vous consommez ce produit-là, vous ne verrez pas nécessairement de changement au niveau de votre poids. Il faut savoir que les ingrédients sont souvent étudiés individuellement et non tous ensemble. Donc, faire super attention, c'est vraiment beaucoup du marketing, ça. Tout ce qui est fat burner. Il y a beaucoup d'autres actions et beaucoup d'autres argent qui pourraient être investis dans d'autres, comme par exemple avoir un coach, comme consulter un nutritionniste, comme consulter un psychologue qui pourrait vous aider dans vos objectifs. Maintenant, est-ce qu'on en a généralement besoin? Je pense que ça répond avec votre question. Non, vous n'en avez absolument pas besoin de Energy Burner ou Fat Burner. Vous pouvez vraiment réussir à 100% et même 1000 fois mieux en vous concentrant simplement sur vos habitudes alimentaires et votre niveau d'activité physique. Et donc, pour la dernière et la quatrième question, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un effet ou c'est recommandé dans un contexte de perte de gras ou de prise de masse? La réponse est aussi non, ce n'est absolument pas nécessaire et même je dirais que ce n'est pas recommandé du tout non plus. Ça, c'est la petite capsule par rapport au fat burner. Tout ce que je veux que vous reteniez dans le fond, c'est que ça n'a pas d'effet significatif et que beaucoup des produits qui sont dedans sont des produits qui sont encore à être testés, qui ont encore des études conflictuelles et même à être testés là, sur les humains parce que beaucoup sont testés aussi uniquement sur les animaux. Donc, passons maintenant à un autre point. Et là, c'est beaucoup lié quand même un peu au fat burner, c'est le fameux pré-workout. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est lié au fat burner? C'est que dans le pré-workout, on va avoir beaucoup de stimulants et un stimulant similaire qu'on a dans les fat burners, c'est la caféine. Donc, c'est pour ça que je fais les deux ensemble aujourd'hui dans cet épisode.
Qu'est-ce que c'est? Le pré-workout, c'est encore une fois un mélange de molécules qui pourrait, dans le fond, avoir des propriétés au niveau de l'amélioration des performances, au niveau cognitif aussi. C'est vraiment aussi mélangé avec des saveurs, souvent majoritairement artificielles, pour le bon goût, puis c'est fait pour se préparer à l'entraînement. Comment est-ce que c'est vendu? Ben, c'est un peu tout ça aussi. Fait que c'est vendu comme étant des produits qui peuvent améliorer les performances, un produit qui peut améliorer la concentration, ça peut aussi augmenter la pompe musculaire et ça peut aussi augmenter l'énergie. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est marketing ou c'est une réalité? Le pré-workout, en général, a des molécules qui sont vraiment très intéressantes, qui ont différents effets. Je vais en décortiquer quelques-unes et ça va un peu vous indiquer, dans le fond, qu'est-ce que vous voudriez avoir dans un pré-workout d'une certaine manière et pourquoi est-ce qu'on a ces différents faits là, sur les étiquettes qui sont démontrés. Premièrement, ça ne sera pas surprenant, on a la caféine ou théanine qui est, dans le fond, de l'extrait de thé vert et qui a un côté stimulant. On sait tous que le café, la caféine en tant que telle, ça a la capacité de un peu repousser le sommeil et d'améliorer l'état d'éveil. Donc, d'une certaine manière, dans un certain contexte, ça peut augmenter les capacités cognitives, surtout s'ils sont déjà en dessous, étant donné qu'il y a de la fatigue qui s'est installée. Donc, déjà là, en partant, ça pourrait avoir une contribution au niveau de l'amélioration aussi des performances, parce que qui dit moins de fatigue, entre guillemets, dit possibilité d'avoir beaucoup plus de performance. Je mets aussi un petit bémol sur la sensation des produits stimulants. Ça peut faire quand même aussi augmenter la motivation à l'effort, simplement parce qu'on est stimulé par ce produit-là, c'est intégré dans une routine, on sait qu'avant notre entraînement, on prend du pré-workout, bref, on prend un shot de caféine, bref, ça a un côté super stimulant pour ça. Puis, est-ce qu'on peut dire que ça augmente l'énergie? Par contre, si on parle d'un point de vue physiologique, ça n'augmente pas l'énergie en tant que telle, énergie étant là, vraiment les calories qui sont utilisées. Par contre, ça peut bien entendu augmenter notre perception d'avoir de l'énergie. Donc ça ici, je mettrai un petit bémol sur celui-là. L'autre ingrédient qui arrive souvent, c'est l'alpha-GPC. Souvent, vous allez me dire, hey, mais c'est quoi ça, l'alpha-GPC? Même moi, là, au début, quand j'ai commencé, j'étais comme, hey, ça a l'air cool, comme non, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'alpha-GPC, puis là, on s'en va vraiment dans la physiologie, là, on s'en va avancer, là, c'est un précurseur de l'acétylcholine. L'acétylcholine, là, qui est un neurotransmetteur qui est vraiment essentiel dans l'influx nerveux qui passe entre le nerf et les muscles. En gros, là, c'est ce qui permet de faire des belles contractions musculaires. En gros, là, gros résumé. Et là, dans le fond, ça a été étudié, puis les études ne sont pas totalement concluantes encore sur l'effet de l'alpha-GPC comme un stimulant, parce qu'il y aurait un effet au niveau motivationnel, bien entendu, de prendre de l'alpha-GPC, mais aussi, il y aurait normalement un effet au niveau de la force, c'est ça qu'on voudrait aller chercher en stimulant l'influx nerveux. Par contre, les résultats sont encore conflictuels. Souvent, il y a des grosses différences entre les participants par rapport à la réceptivité, dans le fond, de l'alpha-GPC, à quel point est-ce que ça a un impact. Donc, en ce moment, on aurait tendance à dire que ça pourrait avoir certains bénéfices au niveau des tâches motrices, mais en ce moment, on n'a pas de conclusion certaine par rapport à ce produit-là. Encore une fois, ça demande beaucoup d'études avant de pouvoir dire que c'est un produit qui augmente les performances, qui est stimulant, puis qui a une efficacité qui est réelle. Donc, alpha-GPC, on met un petit bémol. Le prochain, c'est la bêta-alanine. Ça, bêta-alanine, là, pour les personnes qui prennent du pré-workout ou qui se souviennent les premières fois qu'ils ont pris du pré-workout, ça se fait que vous ayez senti des picotements à travers votre corps, qui fait comme « oh, ça pique dans les oreilles, dans le bout des doigts ». Ben ça, c'est une sensation qui est vraiment normale puis qui est un effet secondaire de la supplémentation en bêta-alanine. On appelle ça de la paresthésie. C'est vraiment la sensation là, de picotement au bout des doigts, aux extrémités, là, le plus souvent possible. Dans le fond, la bêta-alanine, c'est un acide aminé qui est non essentiel. Fait qu'on n'a pas besoin de l'avoir dans notre corps peut le synthétiser sans problème. Et dans le fond, ça permet la synthèse de la carnosine. Mon Dieu, on s'en va encore deep down là, en physiologie. Dans le fond, ce que ça ferait, c'est qu'on aurait une augmentation de la concentration de carnosine dans nos muscles. Et le rôle de la carnosine, d'une certaine manière, c'est de réguler le pH de nos muscles. Fait que tout ce qui est au niveau de l'acidité. Puis là, j'en entends qui vont dire, pensons un peu à l'acide lactique, etc. C'est pas vraiment la même chose quand on parle vraiment d'acidité, c'est que quand on fait des contractions puis on convertit de l'énergie, ben on a des ions H+, là, qui sont sécrétés qui créent de l'acidité, dans le fond, tout simplement. Mais bref, sur ce petit cours de physiologie très rapide et très résumé,
Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Donc, on pourrait assumer qu'il y aurait un effet bénéfique, dans le fond, à augmenter la quantité de carnosine qui est synthétisée dans nos tissus musculaires par la supplémentation en bêta-alanine. Fait qu'il y aurait probablement un bénéfice pour ça. Ce n'est pas encore non plus très concluant. En fait, je reviens. La supplémentation en bêta-alanine est concluante. Par contre, la problématique, c'est les dosages. Souvent, en supplémentation, la quantité de bêta-alanine est insuffisante et doit être prise aussi de manière chronique pour avoir un effet bénéfique. Donc, si je donne un exemple, la quantité qu'il faudrait consommer par jour en passant, c'est 1,6 g en moyenne par jour. Ça, c'est vraiment le minimum pendant au minimum aussi 2 semaines. Par contre, dans un pré-workout, la problématique, c'est que souvent le dosage est souvent en dessous du 1,6 ou relativement proche, mais on ne prend pas du pré-workout à tous les jours, étant donné qu'on ne s'entraîne pas nécessairement à tous les jours. Donc, il n'y a pas une consommation chronique, donc il n'y aurait pas nécessairement l'effet bénéfique recherché au niveau là, de l'amélioration, dans le fond, de la récupération d'une certaine manière, puis des bénéfices qu'on pourrait avoir au niveau de nos performances et de notre développement musculaire. Donc, la supplémentation en bêta-alanine, d'une certaine manière, ça aurait des effets sur les performances dans les efforts qui sont relativement courts, donc de plus de 30 secondes à 10 minutes. Mais la principale problématique dans la supplémentation, c'est sa concentration, son dosage. Donc, ça, la bêta-alanine, c'est un produit qui est quand même assez bien étudié. Par contre, il y a encore des résultats qui sont conflictuels, mais lui, on pourrait affirmer qu'il y aurait une amélioration des performances liées à sa consommation. La bêta-alanine, mais en plus grande quantité que ce qui est souvent dans les suppléments ou dans les pré-workouts, en fait. Un autre élément clé dans les pré-workouts qu'on a, c'est la L-citrulline. Donc, ça aurait le potentiel d'augmenter davantage la circulation sanguine, qu'on appelle le blood flow. Et on sait que pour un effort musculaire, la circulation est super importante pour amener de l'oxygène aux muscles, pour, dans le fond, leur donner une chance de produire de la force aussi, tout simplement, même s'ils n'ont pas nécessairement besoin d'oxygène pour produire de la force. Mais plus on s'entraîne, plus on va en avoir besoin. La L-citrulline, dans le fond, les études sont encore inconsistantes et que les résultats diffèrent beaucoup quant aux bénéfices de la supplémentation en L-citrulline. Tout simplement parce qu'il y a encore des résultats qui sont conflictuels, mais par contre, il y a vraiment une débouchée. Là, la science doit continuer à observer les effets de la citrulline par rapport à l'impact de l'amélioration du flot sanguin. Est-ce que ça a vraiment un impact au niveau des performances? Ça, c'est encore à déterminer. Par contre, on aurait une tangente à dire, OK, peut-être qu'il y aurait des effets bénéfiques qui méritent d'être étudiés, justement. Donc, ça, je vous dirais, là, c'est les 4 principaux ingrédients qu'on peut avoir dans du pré-workout. Après, on a les saveurs. Après, on a différentes concentrations qui changent. Fait qu'on a caféine, alpha-GPC, L-citrulline et la bêta-alanine, qui sont les principaux ingrédients. Lorsqu'on parle souvent de pré-workout qui est steam-free, ça veut dire qu'il est sans stimulant, mais souvent on enlève l'alpha-GPC, on enlève la bêta-alanine, puis on enlève aussi la caféine et la théanine, pardon. Fait que ça, c'est vraiment comme les ingrédients qu'on retrouve généralement là, dans un pré-workout. Maintenant, est-ce que ce qu'il dit, c'est du marketing ou c'est la réalité? J'aurais tendance à inclure que le pré-workout a quand même un effet, fait que ce serait la réalité. Par contre, à quel point est-ce que tous les ingrédients individuellement sont efficaces, c'est encore à démontrer. Par contre, si on parle de bêta-alanine puis on parle de créatine, on sait que ça a un effet positif au niveau des performances. Donc déjà là, on est assuré d'avoir un minimum de bénéfices. Encore une fois, est-ce que ça fait un gros impact? Non, mais je renforce l'importance quand même de l'effet placebo. Personnellement, de mon côté, je prends du pré-workout parce que je m'entraîne le matin. Je n'ai donc pas l'impact de la caféine le soir. Personnellement, je ne recommande pas de prendre du pré-workout avec des stimulants le soir parce que ça peut avoir un impact sur le sommeil, mais ça, c'est une autre discussion. Mais personnellement, moi, j'en prends puis je trouve qu'il y a un effet aussi sur la motivation et le placebo parce que je sais que je me prépare à l'entraînement. Ça me met dans le mindset de performer. Fait que je prends du pré-workout pour cette raison et je pense que beaucoup de personnes le font aussi. Maintenant, notre troisième question, c'est quelle est la dose qui est recommandée? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on en a besoin? Non, ce n'est pas essentiel pour performer. C'est déjà en partant.
Par contre, ça peut avoir des bénéfices qui sont super intéressants au niveau de l'état d'éveil, comme un bon shot de café d'une certaine manière au niveau des performances. Donc, ça pourrait être utilisé sans problème. Au niveau du dosage, la chose qu'il faut faire le plus attention, c'est la quantité de caféine, parce que la quantité de caféine peut être vraiment, vraiment élevée, là. Parfois, on peut avoir des cuillères de 400 mg, puis il est marqué que la portion, c'est une demi, mais on s'en rend pas compte. Fait que faire attention à la consommation de caféine et au temps aussi où est-ce que c'est pris. Et bien entendu, là, faites attention aussi aux dosages qui sont extrêmes, parce que comme je vous dis, les dosages ne sont pas encore 100% clairs et étudiés. Donc ça, faites attention, mais généralement, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas dangereux, le pré-workout, et ça peut être pratique. Est-ce que c'est pratique dans un contexte de perte de gras ou de prise de masse? Dans les deux cas, oui, ça peut être très pratique, même pour la perte de gras à cause de la caféine, ça peut avoir un effet stimulant, donc oui, ça pourrait être très pertinent, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas essentiel. Fait que ça, c'était un podcast assez chargé. C'est vraiment, je voulais parler de ces deux suppléments-là parce qu'ils sont liés ensemble par la caféine. Et souvent, vous allez voir, les ingrédients ne sont pas si différents l'un de l'autre entre un fat burner puis un pré-workout. Donc, soyez prudents par rapport à la consommation des produits parce que c'est lié à la caféine. Le fat burner, je considère que c'est vraiment vendu marketing, ce n'est pas essentiel. Dans ma tête, ils veulent beaucoup plus les revenus associés à la vente de ce produit-là que les effets parce qu'il y a beaucoup encore de choses qui sont à étudier. Tandis que le pré-workout a véritablement des ingrédients qui améliore les performances. Par contre, certains ingrédients aussi sont les dosages qui sont insuffisants pour avoir vraiment les effets escomptés. Puis bien sûr, on a toujours besoin de plus d'études pour témoigner des effets là, positifs de la supplémentation en pré-workout. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Première fois que c'était seul, donc un peu plus rapide, un peu plus exécutif, moins de discussion. Par contre, je voulais absolument vous partager ces points-là par rapport à la supplémentation. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à coachsim.knvl sur Instagram ou vous pouvez quand même écrire à Coach J sur Instagram. Je sais qu'il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en voyage, mais il va vous répondre à son retour. Vous pouvez l'écrire à coachj.knvl. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine.